Bienvenue dans The Big Shift, Alexandre. Merci. Très content de te recevoir pour cet épisode. On va parler d'adaptation des villes au changement climatique et puis surtout aux chaleurs extrêmes. On enregistre aujourd'hui au Festival des Possibles en live avec un peu de public. Allez-y, essayez quand même de mettre un petit peu de... Voilà. On est tout au fond du bateau. Merci, bravo. Super bonne ambiance. On est tout au fond du bateau et on est en concurrence avec le Greenwashing Comedy Club. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode avec Raphaël Achir. Il est excellent. Mais voilà, du coup, toujours un peu plus difficile d'aller rameuter 80 personnes sur le pont. Les villes semblent être quand même assez mal préparées, surtout les villes anciennes, aux fortes chaleurs. Et toi, Alexandre, c'est exactement ce sur quoi tu travailles. Tu as présidé, donc tu es conseiller élu au Conseil de Paris. Et tu as initié et présidé une mission qui s'appelle Paris à 50 degrés, avec l'objectif de se dire comment est-ce qu'on fait pour adapter une ville qui subit des chaleurs extrêmes. On se rappelle tous de la canicule de 2023. Est-ce que 50 degrés, déjà, c'est possible à Paris dans les prochaines années? Ça nous paraît extrême, ça nous paraît énorme. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler sur un scénario avec des valeurs aussi élevées? Donc déjà, depuis que la mission elle est sortie, j'ai pris beaucoup la parole sur ce sujet-là. Et mon impression, c'est que ce qui fait peur aux gens, c'est pas d'imaginer le scénario de 50 degrés, c'est qu'il n'y ait pas assez de discours politiques et d'actions politiques pour nous préparer aux canicules déjà actuelles. Donc j'ai pas du tout l'impression d'être une sorte de Cassandre qui viendrait parler d'un truc catastrophiste. Ensuite, donc en 2017, alors que j'étais pas encore élu, il y a un papier scientifique de Météo France qui sort et qui dit que on peut avoir entre du 50 et du 55 degrés en France métropolitaine dans la deuxième moitié du siècle. D'accord. Moi, j'ai fait un bout de mes études. J'ai eu quelques cours de climatologie pendant mes études et j'avais pas du tout fait de lien entre des scénarios extrêmes de réchauffement climatique et des canicules en France de cet ordre de grandeur. Donc, parce que du coup, on l'imagine dans des pays plus lointains ou autour des tropiques. Ouais, et puis en fait, on parle de plus 2 degrés, plus 4 degrés. Ouais. C'est toujours des moyennes à la fin du siècle et des moyennes mondiales. Et donc, quand bien même j'avais eu beaucoup d'études là-dessus, j'avais pas fait le lien avec les extrêmes et ma vie. Les épisodes ponctuels, ouais. Et ma vie. Il y avait ça aussi, parce que deuxième moitié du siècle, ça peut être aussi les années 2050. Donc 2050, là, en 2025, j'ai 39 ans. Statistiquement, je devrais être encore là dans les années 50. Et donc, j'ai une espèce de truc qui me reste en tête mais en fait, donc ça date de 2017. J'ai ce truc en tête en fait, si ça se trouve, je vais le vivre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avant ça? Sachant que, par ailleurs, la climatologie, c'est précis à 30 ans près. Ouais, donc ça reste précis. Ça veut dire que quand les climatologues vous disent il peut se passer un truc dans les années 50, c'est à plus ou moins 15 ans. Donc, Et c'est vrai que, je mets encore un coup de marteau sur l'enclume, mais de fait, la plupart des scientifiques qui font ces estimations-là étaient surpris d'avoir déjà dépassé les 1,5 degrés l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, moi, j'ai accès à cette information en 2017 et je suis élu en 2020. Et en devenant élu, je fais le constat que, en gros, la ville de Paris ne découvre pas ces sujets-là, mais se prépare simplement au retour d'une canicule comme celle qu'on a connue en 2003. Et donc, ils sont pas du tout dans un exercice prospectif pour se dire à quelle température il faut s'attendre demain. Et il y a évidemment beaucoup de paliers avant le fameux 50 degrés. Mais là, c'est à la fois il y a une base scientifique et c'est aussi une réflexion de communication et de politique qui consiste à dire si on parle de 2050 ou de 2100, c'est très démobilisateur parce qu'on se dit toujours 2050, ok, on va s'y mettre en 2049. Et si vous parlez de moyenne mondiale, plus 4 degrés, vous dites ok, ça veut dire que il fait un peu froid pendant ce mois de septembre où on enregistre l'émission. Après tout, s'il faisait 4 degrés de plus, ce serait pas plus mal. Et du coup, ça marche pas pour la mise en action. D'où le fait d'aller regarder l'extrême. Ok, de fait, confusion météo et climat, même quand on est quelqu'un qui globalement est informé sur ces sujets-là, le ressenti humain fait qu'on est quasiment incapable d'imaginer ce que ça peut donner dans des échelles beaucoup plus macro. Donc tu as commencé ton mandat en 2020. C'est à ce moment-là que du coup tu as commencé cette mission Paris 50 degrés. En fait, il y avait
politiquement, il y avait plein d'étapes avant de pouvoir faire ce travail-là, parce qu'il fallait l'accord de la maire, l'accord d'un certain nombre de conseillères et conseillers de Paris, représentant un certain nombre de groupes. Il y avait plein de critères en fait qui faisaient que cette mission transpartisane pouvait avoir lieu. Pour moi, c'était hyper important que ce soit transpartisan, parce que je sais pas qui va gagner en 2026. Les canicules, ça touche des gens de gauche, de droite et des abstentionnistes. Et donc, c'est un sujet qui peut mobiliser plus largement que dans les sphères écologistes habituelles. Et on a besoin de ça pour qu'il y ait une continuité de l'action publique et qu'on ait aussi une action publique qui soit au bon niveau, un certain niveau d'acceptation de la population. Et donc, il faut parler à tout le monde. Et alors, comment les élus réagissent quand tu arrives avec un plan comme ça? Tu dis il faut que ce soit transpartisan. De fait, est-ce que tu es soutenu plus par les uns que par les autres, ou est-ce que globalement tout le monde reçoit assez bien cette proposition de mission? Donc une fois que la mission elle est déclenchée, on a 6 mois de travaux avec une quinzaine d'élus de tous bords politiques, donc en tout cas les bords politiques qui sont représentés à Paris, donc on enlève l'extrême droite à ce stade. En tout cas c'était comme ça dans la mandature là qui est actuelle. Et que les élus, il faut partir du principe qu'ils se font pas confiance. Ils se font pas confiance et ils viennent pas forcément avec toute leur sincérité tout le temps. Il y a toujours un truc de qui va gagner, si on parle de ça, si on en parle comme ça. Et donc, il y a toujours une espèce de calcul politique là-dessus. Là où on a un avantage, c'est que déjà, le sujet, il est complètement compréhensible par tout le monde et il est déjà vécu par tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet des canicules par rapport à tous les enjeux environnementaux qu'on a à traiter. Celui-ci, il est sensible. Quand vous habitez à Paris depuis un certain temps, vous savez qu'il fait trop chaud et que les canicules, c'est vraiment un truc qui est difficile à vivre. Et ça, déjà, ça vous donne un point de contact avec des élus qui seraient moins sensibles aux questions climatiques, qui, quand bien même, là, c'était pas le cas, mais quand bien même vous auriez des élus climato-sceptiques, bah, c'est pas pour ça qu'ils sont pas d'accord. Ils sont quand même d'accord pour dire qu'il y a un problème de canicule. Et donc, ensuite, tout le jeu, ça consiste malgré tout à se faire confiance et de se dire, on va mener une enquête collective ensemble. Donc, ce qu'il fallait que moi j'évite, alors que j'avais une connaissance sur ces sujets, parce que j'ai travaillé 10 ans avec Jean-Marc Jancovici chez Carbone 4, malgré tout, il fallait vraiment que j'évite de me mettre dans une position professorale, du conférencier qui va expliquer voilà comment ça se passe. Non, là, on partait du terrain. Et le terrain, c'est un truc que plein d'élus de tous bords politiques savent faire. Et donc, on a interviewé un nombre conséquent de personnes. Certes, il y avait des professions un peu techniques qui étaient représentées, mais on est aussi allé interviewer un médecin, interviewer des gens qui font des maraudes pour les SDF, des gens qui travaillent à l'hôpital, des gens qui travaillent dans des écoles. Et donc, ils nous apportaient des choses de l'ordre du témoignage. Parce que avant de se projeter sur la suite, il fallait déjà comprendre ce qui était en train de se passer pendant les canicules. Et à partir de là, on pouvait faire un peu de prospective de manière plus solide. Et la réaction après, c'est que moi, j'ai encore de très bons contacts avec des élus. Donc, moi, je suis membre d'un parti qui s'appelle Génération Écologie. Je siège dans le groupe écologiste dans la majorité d'Anne Hidalgo, donc avec socialistes communistes. Et l'opposition, c'est les centristes et les républicains. En fait, j'ai gardé de très bons contacts avec les élus de tous bords qui étaient représentés dans la mission. Je crois qu'il y a une confiance mutuelle qui s'est établie. Ces débats-là, ils étaient à huis clos aussi, donc ça aide pour qu'il n'y ait pas toujours le truc de tiens, je vais chercher la posture de je vais chercher la petite phrase pour avoir mes 3 secondes de fame sur TikTok parce que je vais sortir un truc qui va être marquant. Là, on a pu se dire des choses. Il y a eu des batailles politiques à l'intérieur de la mission. Il y a eu des désaccords profonds. Mais ce qui est drôle, c'est que parfois, vous aviez des élus qui n'étaient pas forcément très sensibilisés aux questions d'écologie au début et qui ensuite demandent des choses très radicales parce qu'ils ont compris que c'était une question de santé publique, que c'était une question de sécurité, que c'était une question... c'était des questions qui les touchaient. C'est-à-dire que là, ils voyaient le lien avec leurs propres valeurs, avec ce qu'ils cherchaient à défendre en politique. Tu as la sensation que cet objectif transpartisan, du coup, il est plutôt réussi, a priori. Alors, on reparlera peut-être de la continuité post-mandature du projet, mais tu as l'impression que c'est quand même un premier objectif réussi? Là, si on dézoome en plus de Paris, moi, j'ai été invité par des villes pour
parler de Paris à 50 degrés, j'ai été invité dans des villes de gauche, écologistes, de centre droit et de droite pour venir parler de ces sujets. Euh, et j'ai été invité dans des secteurs du privé qui ont une sociologie plutôt de droite, de gens qui Ok. votent à droite. Donc ça marche. Maintenant, le juge de paix, ça va être qu'est-ce que les gens vont mettre dans leur programme. Donc déjà, on passe quand même d'un truc où avant c'était surtout les écologistes qui parlaient de ce genre de sujet. Maintenant, là, dans les premiers éléments de programme qui sont sortis pour les élections municipales de mars 2026, pardon, toutes les familles à gauche font référence à la mission Paris à 50 degrés. Soit en reprenant le nom et en disant il faut qu'on se prépare à ça. Et la plupart, elles vont jusqu'à reprendre des préconisations qu'on a faites et elles en font un objet programmatique. Bon, on va revenir un peu là-dessus sur la partie politique, je pense plutôt en fin d'épisode. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à analyser Paris à 50 degrés? C'est quoi les premiers trucs qui sautent aux yeux de qu'est-ce qui se passe dans une ville qui surchauffe? C'est quoi les premiers impacts et comment on les accueille? Donc, je vous ai dit, c'est une enquête transpartisane. Et comme toute bonne enquête, ça commence par un meurtre. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui meurent à Paris en nombre conséquent pendant les canicules, alors qu'on n'est pas la ville où il fait le plus chaud dans le monde. Et là, après que la mission soit sortie, il y a même une étude qui montre que c'est à Paris que vous avez le plus de chances de mourir de chaud en Europe. Alors que, voilà, il fait plus chaud à Madrid, en moyenne, il fait plus chaud dans plein de villes, en Italie. Okay. J'avais pas du tout cette notion du coup de surmortalité caniculaire à Paris. Ouais, c'est très particulier à Paris. Et donc là, l'enquête commence. Parce que déjà, on a un pourquoi qui est très clair, qui est qu'il y a des gens qui meurent, donc on va pas juste comme ça laisser le truc advenir. Et la question d'après, c'est mais pourquoi à Paris? Donc déjà, il faut quand même rembobiner, savoir pourquoi on meurt pendant une canicule. La réponse habituelle, quand on pose la question en conférence, c'est la déshydratation. C'est normal que vous pensiez à ça, puisque les messages publics, c'est n'oubliez pas de boire pendant les canicules. Donc on associe forcément les deux. Et c'est vrai que c'est un des gros facteurs. Après, on peut se poser la question de pourquoi les personnes âgées meurent particulièrement pendant les canicules. C'est à la fois parce que quand vous vieillissez, vous avez de moins en moins le sentiment de soif. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui vous rappellent de si, papy, mamie, faut vraiment que tu t'hydrates. Est-ce que tu t'es bien hydraté aujourd'hui? Ça, c'est pour ça, c'est important à faire avec vos proches, avec votre voisinage. Dans les EHPAD, il y a plein de protocoles qui ont été mis en place depuis 2003 pour s'assurer que les personnes âgées boivent de l'eau. Mais c'est pas le seul truc qui se passe. En fait, on est des animaux à sang chaud avec une super capacité d'adaptation par rapport à plein de climats différents. On peut passer du temps dans un endroit très froid, puis dans un endroit très chaud. On peut faire des variations de température très fortes. On est des animaux incroyables de ce point de vue-là. Et du coup, on a plein de mécanismes de régulation de la température. La transpiration en est un, mais il y en a un autre, c'est que le sang fonctionne comme un liquide de refroidissement. Donc, quand il passe au niveau de la peau, il va y avoir un échange thermique avec l'extérieur et ça va vous refroidir, ça va maintenir votre température stable à l'intérieur. Et donc, pendant une canicule, qu'est-ce qui se passe? Votre système cardiovasculaire, il va être plus sollicité que d'habitude. Tous vos mécanismes de régulation de la température, ils vont être plus sollicités. Et donc, si vous êtes âgé, que vous avez un problème cardiovasculaire ou que... Donc ça, c'est les gens qui meurent actuellement. Mais de plus en plus des gens qui, par exemple, ça peut être... On s'attend à ce qu'il y ait des questions de prématurés. On s'attend à ce qu'il y ait des enfants qui commencent à avoir en bas âge parce qu'ils n'ont pas tous les mécanismes de régulation de la température qui sont en pleine capacité. On s'attend à ça. Et donc, on a un problème de santé publique qui est déjà là, qui va sans doute se renforcer. Et ça explique pas vraiment pourquoi à Paris, c'est... Voilà, j'y viens. Mais c'est juste déjà de base par rapport au canicule. Il y a un point aussi qui est hyper important, c'est que quand on analyse les chiffres de mortalité, on se rend compte que non seulement il y a une surmortalité chez les personnes âgées, mais il y a aussi une surmortalité chez les personnes isolées. Que ce soit des sans domicile fixe ou en 2003, on a eu beaucoup ça, des personnes âgées qui vivaient seules et elles vivaient tellement seules que quand elles sont décédées, personne n'a cherché à les enterrer. Et c'est
à peu près 25% des gens qui sont décédés en 2003, elles étaient dans cette configuration-là. C'est énorme. Un quart des gens qui décèdent et puis personne n'a de contact avec, personne ne s'en rend compte. Et donc, on sait qu'il y a une question du lien social qui est hyper importante et j'y reviendrai par la suite, mais je voulais le dire dès maintenant. Et donc, on se dit, OK, ça, c'est un peu le topo pour tous les êtres humains. Il se passe d'autres choses pour les autres vivants, que ce soit les animaux ou le monde végétal. Je sais pas si on en parlera. Et on se dit, OK, ça, c'est le topo général, mais pourquoi à Paris? Eh ben, il se trouve qu'à Paris, on est dans les 10 villes du monde les plus denses en termes de population ramenée au kilomètre carré. C'est lié. L'haussmannien est en fait extrêmement dense. C'est ce fameux truc où en fait on a un vis-à-vis incroyable Qu'on adore. hein, qu'on adore détester, qu'on déteste adorer. Enfin, c'est tout ça qui se mélange. Ça fait partie de nos vies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir cette densité, et ben en fait, on a plein de matériaux qui font cette ville-là. Donc c'est le bitume, c'est le béton. Ça fait que on est tous un peu les uns sur les autres. Et ces matériaux-là, ils ont comme propriété de prendre la chaleur dans la journée et de la restituer la nuit. Ce qui fait que Paris n'a pas du tout de record de température dans la journée, mais par contre a des records de température la nuit. Et vous pouvez comme ça avoir des différences de température entre Paris intramuros et des endroits agricoles ou forestiers de l'Île-de-France, ou même le cœur des bois de Boulogne et de Vincennes. Vous pouvez avoir la nuit des différences de jusqu'à 10 degrés. Et ce qui se passe, c'est que le corps humain, il n'a pas évolué pour des nuits chaudes. On a besoin plutôt de nuits fraîches pour se régénérer intégralement. Et là, on a un chercheur, explorateur qui s'appelle Christian Clot qui m'a fait part d'un chiffre qui n'a pas été encore publié, mais il me dit dans nos premiers résultats d'études, on voit que vous avez 90% des Français qui dorment mal la nuit pendant les canicules. Et si vous dormez pas bien, en fait, votre corps, il se régénère pas bien, votre cerveau, il se régénère pas bien, ça crée des problèmes cognitifs qu'on commence tout juste à mesurer. Et ça aussi, ça peut entraîner de la mortalité parce que vous êtes travailleur sur un chantier, vous êtes en extérieur, il fait chaud, il a fait chaud chez vous depuis une semaine, vous entendez même pas le camion Ben qui recule et qui fait bip bip. Et vous pouvez avoir comme ça un accident du travail. Donc voilà, il y a tout un pan sur la santé qui est très lié à notre urbanisme. Et donc là, ça ouvre des perspectives sur est-ce qu'il faut dédensifier? Est-ce qu'il faut dédensifier en personne? Est-ce que c'est juste en béton et en bitume? Il faut enlever ces matériaux-là. Ça ouvre plein de questions, mais il y a un champ de la santé et qui tout de suite amène vers une question plus technique sur les infrastructures. Ouais, donc là, si je résume, donc c'est d'abord nos corps, en gros, qui sont pas faits pour ça. Ensuite, du coup, les infrastructures de Paris qui donnent cet effet très particulier de densification. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on y revienne parce qu'a priori, moi, j'ai toujours entendu que densifier les populations autour d'un endroit, c'était ce qu'on pouvait faire de plus écologique parce qu'on limitait aussi les transferts interurbains, etc. Et puis, du coup, effectivement, après, la santé qui en découle, qui est plutôt peut-être la conséquence. Qu'est-ce que c'est comme impact organisationnel? Je pense qu'il y a un élément un peu clé de ce rapport-là, c'est l'effet domino. Donc là, tu viens de nous citer en gros les premiers impacts qu'on va voir qui sont visibles dans une population qui subit une canicule. Derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau organisationnel? C'est quoi les effets domino de ça? Donc, je vais vous donner 2 exemples d'effets domino, mais pour ça, donc il y en a un qui va être basé sur un effet de seuil qui est technique, et l'autre, il y a un effet qui est lié à notre organisation socio-culturelle. Parce que donc il y a des problèmes de santé, il y a des questions vis-à-vis des infrastructures et des questions culturelles, socio-culturelles qui se posent. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle en fait, c'est hier et demain aussi, tout ce qui a de l'électronique, tout ce qui a de l'acier a une température maximale de fonctionnement. Donc les exemples sur l'électronique, ça peut être cette table de mixage, ça peut être la caméra qui filme, ça peut être mon téléphone portable, c'est aussi nos frigos, c'est aussi des data centers avec des systèmes de clim, et c'est surtout des clims. C'est-à-dire qu'une clim, quand vous achetez une clim, en fait, elle a une plage de température sur laquelle elle a été bien dimensionnée pour bien fonctionner. Elle a une plage où elle va continuer de fonctionner, mais son fonctionnement va se dégrader. Et puis, elle a une plage où elle arrête de fonctionner.
Et en fait, il y a plein d'objets qui sont comme ça. Le téléphone portable, maintenant dans les téléphones plus modernes, si vous le laissez longtemps au soleil, à un moment, il chauffe trop et il vous dit qu'il chauffe trop et donc il s'éteint. Il s'éteint pour pas s'abîmer. Donc là, c'est bien. Il a une procédure d'arrêt d'urgence. C'est un peu moins bien si c'est le moment où vous avez besoin de passer l'appel de votre vie parce qu'il y a une urgence vitale, etc. Les rails de train, donc là, si je bascule côté acier, les rails, en fait, ça, c'est très connu des ingénieurs qui fabriquent ces trucs-là. Et de tous ceux qui prennent le train. Ouais, aussi, maintenant. Un rail, ça se contracte. L'acier, ça se contracte quand il fait froid et ça se dilate quand il fait chaud. Et donc, en fait, on fait des alliages en fonction de l'endroit où c'est mis dans le monde, en fonction de son climat. Et on se dit, les rails en France, on se dit, température, elle dépassera jamais les 50-55 degrés. Maintenant, les rails qu'on met, on les prépare pour du 70 degrés parce qu'ils sont en plein soleil aussi. Ouais. Là, c'est là où il faut toujours faire la distinction entre est-ce qu'on est en train de vous parler d'une température annoncée à la météo, qui est toujours une température annoncée à l'ombre, versus ce que nous, on a déjà vécu parce qu'on a déjà traversé une place au soleil et là, vous avez des ressentis de température qui sont plus forts. Et donc, quand on commence à découvrir ça, parce que toujours, c'est l'enquête qui nous dit ça. Moi, j'ai pas épluché comme ça des cahiers techniques de climatiseurs. Non, là, c'est un gestionnaire d'hôpital. C'est lui qui gère les services techniques dans un hôpital et il nous dit, moi, à la canicule de 2019, où on a failli atteindre, où on a atteint le record de température à Paris, j'ai eu très peur parce que je sais que cette température max qu'on a atteinte, qui était à 42,3 ou 42,6 degrés, je sais plus, c'est pile dans la zone où les clims qu'il a achetés pour son hôpital, lui, il sait, parce que c'est lui qui les a achetés, c'est lui qui a fait le cahier des charges, et il sait que c'est la température au-delà de laquelle elle fonctionne plus. Et donc, elle a eu peur en 2019 que la clim ne fonctionne plus dans l'hôpital. Et c'est là où on voit qu'il y a un effet de seuil. Parce que là, on arrive à une température, paf, il y a un cliquet où il y a un truc technique qui fonctionne plus. Et derrière, on peut très bien imaginer un effet domino où, parce que moi, j'ai posé la question cette fois-ci au directeur de l'établissement où il nous dit, je lui demande si on a une clim si des clims s'arrêtent dans un hôpital, qu'est-ce qui se passe? Donc il dit surmentalité directe, confère ce que je disais tout à l'heure parce que il y a des objets électroniques qui chauffent, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait les gens qui sont de l'hôpital, ils sont fragiles. En plus. Ils sont pas en bonne santé, donc ils ont pas en capacité d'avoir leur régulation de température qui fonctionne bien. Donc ça peut aller assez vite. Ok, donc surmortalité. Deuxième problème, on ferme la salle d'opération. Et donc si on ferme la salle d'opération, les opérations non urgentes, on les reporte. Et les opérations urgentes, on les envoie vers d'autres hôpitaux. Et donc moi, du coup, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe si les autres hôpitaux ont acheté les mêmes clims? Et il n'y a pas de raison que des gens, parce que j'ai fait cette interview-là en 2021, que des gens en 2021 dans un hôpital aléatoire se soient dit, le climat change, et donc il faut que j'achète des clims qui viennent plutôt de d'autres zones, de zones tropicales. Parce qu'on sait faire des clims qui fonctionnent mieux, mais on les a pas en France. Enfin, en général, on les installe pas en France. Donc ça, c'est un effet cliquet. Il y a une température, il y a un truc qui fonctionne plus, c'est l'effet cliquet, paf, un effet domino. Et on en a d'autres. Je vais être plus rapide parce que là, on l'a tous vécu. C'est quand vous avez des canicules en juin ou en septembre, ça impacte l'école. Et quand ça impacte l'école, en fait, on a un problème sociétal. Quand bien même vous n'avez pas d'enfants, quand bien même, ça désorganise complètement notre société. C'était dans le rapport. Et c'est pour ça qu'on a la première mesure, les premières mesures, elles sont autour des écoles. Et donc, les 15 élus de tous bords politiques qui ont fait cette mission étaient étonnés que tout le monde soit étonné en juin 2025 quand on a dû fermer des écoles. Ouais. Et c'est là où on estimait que c'était pas normal, quoi. Là, il y a une faute gouvernementale majeure d'arriver dans ce coup. Oh mon Dieu, mais des canicules en juin, incroyable. Un problème avec le parc scolaire, qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire, exactement. Mais c'est quoi, du coup, la solution à ce genre de truc? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on surdimensionne absolument tout ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, tu vois, si on imagine que, effectivement, ce directeur d'hôpital, il est capable de se dire, en fait, il ne faut pas que je dimensionne pour 42 degrés, mais il faut que je dimensionne pour 55, pour 60. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on surdimensionne absolument tout?
ou peut-être juste dans les hôpitaux, ou comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on priorise? Parce que je pense pas qu'on puisse tout refaire d'un coup, quoi. Alors effectivement, présenté comme ça, le risque, c'est d'avoir envie de juste changer toute notre sphère technique, de surdimensionner les choses, comme tu dis. Sauf que, quand bien même, on n'aurait pas de problème de budget carbone, de ressources en matières premières pour refaire toute notre sphère technique, et qu'on aurait les moyens financiers de le faire, on n'a pas le temps. C'est-à-dire que là, vu le nombre, par exemple, juste pour prendre les trains, vu le nombre de kilomètres de lignes de train qui sont impactées, ça se compte en plusieurs dizaines d'années pour changer ce réseau-là. Et donc, rien que pour faire cette transformation-là, quand bien même, tu vois, on aurait un consensus complètement généralisé pour dire il faut absolument maintenir notre réseau de train en France, bah en fait, on va devoir faire des choix sur quelles sont les lignes qui sont prioritaires. Et donc, en fait, très rapidement, même quand tu cherches à entrer par une solution technique, tu arrives très vite à une question de il va falloir prioriser. Et par ailleurs, on peut couper l'herbe sous le pied d'une stratégie qui serait purement technosolutionniste en montrant qu'il y a aussi des problèmes sur le réseau électrique. Que ce soit en phase de production, en transportant cette électricité-là, en la distribuant au niveau de la ville, on a des problèmes. On a régulièrement des postes de transformation qui s'enflamment. Les câbles électriques, ça se déforme. Ça peut déclencher des systèmes de sécurité quand ça se déforme trop. On a régulièrement tous les systèmes de production ont une limite en température, hein, que c'est pas juste lié au nucléaire. C'est le solaire aussi a sa production qui baisse quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, en général, il y a pas de vent. Pas beaucoup de vent, donc et puis des fois quand il fait trop chaud trop longtemps, c'est aussi qu'on a un problème de sécheresse et donc l'hydroélectrique, voilà. Donc on sait que on peut pas aller vers le tout clim ou vers le tout technosolutionniste. Et ça, c'est un point qui a vraiment fait, ça a fait que tout le monde a convergé pendant la mission là-dessus, parce qu'on a démontré que techniquement, on prenait un risque à tout baser sur le toujours plus gros en clim. Parce que ça, c'est un truc, si je le dis avec des termes un petit peu plus politiques, en fait, quand on parle d'adaptation au changement climatique, des fois, on dit pas trop à quoi on va s'adapter. Mais donc, on peut décrire à quoi on va s'adapter en parlant de phénomènes. On va dire, bah, c'est des canicules, c'est des pluies plus fortes, ceci et ça. Mais si on commence à caractériser un peu le truc, c'est genre, OK, il y a un changement total de paradigme. Ça, on le comprend. On commence à avoir des étés qui commencent en mai, qui se finissent au mois d'octobre, avec un surété au milieu. Bon, bah, déjà, rien qu'en ayant dit ça, c'est un changement de paradigme total. Avec, en plus, cette caractéristique du changement climatique qui est qu'une fois qu'il est changé, il revient pas en arrière. On peut arrêter de le changer, mais on peut pas le faire revenir en arrière. Donc, il y a un changement de paradigme. S'il y a ça, il y a aussi une raréfaction. Là, on est en train de vivre une raréfaction des hectares de forêt en bonne santé. On est en train de raréfier le nombre de mètres carrés habitables sur les côtes. On est en train de raréfier les hectares de terres arables de très bonne qualité. On est en train de raréfier l'air frais l'été. Et donc, quand avant on avait l'abondance et que maintenant on va vers moins d'abondance, c'est ce processus-là qui est un processus de raréfaction. Quand c'est très rare, c'est bon, on sait gérer. Notre société, elle sait gérer, elle met un prix, elle se base pas trop là-dessus, c'est de l'exceptionnel, etc. Mais quand on a vécu l'abondance et que ça se raréfie, là, ça coince et là, faut faire des choix. Et en plus, pendant ce processus-là, eh ben, il y a des crises. Parce que les canicules avec les températures extrêmes, c'est la partie immergée de l'iceberg, des trucs très visibles qui créent des crises, mais le changement de paradigme crée aussi des transformations profondes. Donc là, on a bien compris, je pense, l'ensemble des problèmes, des constats qui peuvent arriver au moment où on a du coup ce pic de chaleur qui arrive. La solution, qu'est-ce que c'est en fait si on peut pas tout mettre en œuvre techniquement, si on doit faire des choix, ce serait quoi les premiers points dans le rapport? Qu'est-ce qui ressort sur c'est quoi les premiers trucs à faire et comment est-ce qu'on adapte? Est-ce que déjà c'est possible d'adapter Paris à 50 degrés, ou est-ce que le jour où ça arrive, de toute façon on sera pas prêt et on va se prendre une claque? Et comment est-ce que et ce serait quoi les priorités? Déjà, il faut savoir ce qu'on entend par est-ce que c'est possible de s'adapter à 50 degrés? En fait, si l'objectif Limiter la de ces mortalité, travaux-là, voilà, déjà, tu vois, si on commence à parler de mortalité, c'est déjà un petit peu plus précis. On peut éviter beaucoup de surmortalité. Maintenant, on va pas éviter la surmortalité des arbres.
Parce que les arbres, on va pas les mettre dans une église au frais, hein. Donc, et donc, toute la question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on veut. Tout de suite, tu arrives à une question qui est qu'est-ce qu'on veut protéger? Qu'est-ce qui est essentiel pour que notre société continue de fonctionner? Si on se concentre là-dessus, là, ça va être possible de protéger. On voit aussi tout de suite une limite dure, qui est qu'on ne pourra pas s'adapter à tout. C'est-à-dire que, ne serait-ce que s'il fait une semaine au-dessus de 45 degrés, je vois pas à quoi elle ressemble la vie à Ouais. Paris, hein. Ouais. Euh, C'est arrêt économique, arrêt social, tout le monde reste chez soi quand on n'habite pas au dernier étage. Et tous les autres, c'est dans... C'est inconcevable, en fait. C'est vite inconcevable. Et puis, si ça se répète, je veux dire, les gens, ils vont pas juste rester là à mourir de chaud. Enfin, beaucoup vont essayer de fuir. Et d'ailleurs, on avait établi un triptyque qui était cuire, fuir, agir. La fuite, c'est aussi une stratégie. On va avoir des migrations climatiques en Europe, et y compris depuis Paris. Des gens qui sont plus du sud qui vont arriver à Paris, et des gens qui sont à Paris qui vont aller ailleurs. Il y en a qui ont Mais il y déjà aura des limites. imaginé déménager de Paris à cause de la chaleur ou pas, ici? Oui, il y a un oui là-bas. Ok. T'habites au dernier étage? Ok. Parce qu'en général, c'est les gens au dernier étage qui ont cette réflexion-là. Mais je fais ce cadrage-là juste pour dire, un, on va être obligé de faire des choix très forts. Ouais. Et deux, il y a une limite dure. Donc, il faut absolument pas oublier de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais sauf qu'en fait, ce qui est pratique avec cette question-là, c'est que quand tu commences à te concentrer sur l'essentiel, eh ben, tu es amené à laisser le superflu qui est un peu l'agenda de la décroissance des flux physiques, en disant faudrait peut-être qu'on arrête de surconsommer dans tous les sens. En fait, c'est c'est plus facile d'arrêter de consommer n'importe quoi quand par ailleurs tu passes du temps, de l'énergie et ton esprit à te dire là, il va falloir faire une révolution pour nous protéger. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, les grands enjeux, les grandes solutions, on les connaît. On sait qu'il va falloir absolument végétaliser beaucoup plus une ville comme Paris. On sait qu'il va falloir créer des systèmes d'ombrage dont on n'a pas trop l'habitude à Paris, mais et par ailleurs, les systèmes d'ombrage, c'est pas intense en technologie. Il y a plein de donc je parle de volets, je parle de petits toits juste devant vos fenêtres. Ça n'existe pas dans le référentiel Haussmannien, architectural parisien. Tout le monde n'a même pas de volets, hein, à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il faut aussi créer, parce qu'on ne pourra pas toujours planter des arbres partout parce qu'il y a des problèmes aussi de compétition dans les sous-sols. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des œuvres monumentales, comme il y en a une sur le vieux port de Marseille, une sorte de grand miroir inversé. Avant d'être une œuvre d'art, moi, quand je le vois, c'est surtout un système d'ombrage. Donc, il va falloir aller chercher ce genre de trucs et les mettre dans l'espace public parisien. Donc, c'est du vert, de l'ombre, c'est tout ce qui va être en lien avec l'eau, que ce soit l'eau par la Seine, parce que ça peut apporter de la fraîcheur. C'est aussi toute la baignabilité, c'est aussi tout ce qui est autour des brumisateurs. Il va falloir jouer là-dessus. C'est du lien. Je reviens, mais toutes les études sur les crises, quelles qu'elles soient, là on parle des canicules, mais on va aussi devoir gérer du trop d'eau. On va devoir gérer, enfin, qui connaît ne serait-ce que les 10 dernières années à Paris, des crises, c'est pas ce qui manque. C'est du terrorisme, c'est des crises sociales, c'est tout un tas de choses, c'est la Covid. Le lien, c'est le lien au sens de une capacité à être dans l'entraide à un niveau local sans supervision de la puissance publique. C'est ce qui sauve le plus de vies. Parce que on est une espèce qui a une capacité très forte à coopérer quand elle a un pourquoi qui est clair. Et c'est là aussi où, entre guillemets, les canicules donnent un avantage narratif, c'est qu'en fait, l'ennemi est très clair. Donc, c'est même le problème est très clair. Et les municipalités, là, comme tu le dis, en tout cas, cette échelle locale, aujourd'hui, ils ont la capacité, ils ont le droit, en fait, de prendre ces décisions-là pour eux, ou est-ce qu'il faut que ce soit géré plus globalement aujourd'hui, tel que c'est? Alors, ça dépend ce que tu entends comme... Une ville comme Paris, je pense qu'elle est très autonome, mais peut-être que d'autres villes... Non, c'est pas juste une question de Paris serait plus autonome, même si il y a quelques restes de la commune dans le sang des Parisiens. Non, c'est plutôt que, en fait, ce dont je parle, il y a déjà des gens qui le font, il y a déjà des associations qui s'organisent pour le faire.
pour végétaliser par-ci, pour faire de l'entraide par-là. Ça existe. C'est juste que c'est pas toujours soutenu par une politique publique. Et c'est faisable. Là, moi, je vois pas comment on va faire une sorte de révolution haussmannienne en 15 ans. Cette fois-ci sans les fusils, parce que la première, c'était quand même, on exproprie des gens. Socialement, ce serait plus du tout acceptable, hein, un truc, ce qui a été fait à l'époque. Donc, on n'a pas les fusils, mais il faut quand même faire une révolution haussmannienne. Bah, moi, je me pose la question de, en fait, il faut qu'on y passe du temps, toutes et tous. Et ça peut s'organiser. Donc, moi, la proposition que je fais, c'est est-ce qu'on peut commencer par 3 heures par mois pendant lesquelles on fait des actions collectives qui bénéficient à toutes et à tous et qui soient organisées par la collectivité, la force publique. Parce que c'est pas la même chose si vous vous attendez à ce que ce soit un collectif citoyen qui se bouge versus, en fait, la mairie donne des moyens, fournit les outils, donne le point de rendez-vous, etc. Pour par exemple, faire la végétalisation de la ville de manière bien plus accélérée. Et une fois qu'elle est végétalisée, en fait, il va falloir entretenir tout ça. Tout ça, c'est de la main d'œuvre. Bah, en fait, il se trouve que se retrouver autour du parterre végétalisé à tel endroit, c'est un vecteur de lien social. T'as déjà commencé à mettre ça en place, toi, à la mairie, du coup, pas ? Non, parce que j'ai eu l'idée juste cet été. Okay. Donc, je l'ai pas fait. Il y a des choses qui existent sur lesquelles on pourrait s'appuyer, mais elles sont complètement sous-utilisées. Mais par contre, là, au mois de septembre, quand j'ai commencé à diffuser l'idée, qui a plein de sources diverses d'inspiration, hein, dont le livre d'Adrien Klent, qui s'appelle Paresse pour tous, où en fait, il se pose la question de se mettre à mutualiser du temps. Au lieu d'avoir une discussion sur l'argent, d'avoir d'abord une discussion sur le temps. Parce que ça, c'est un point qui est crucial. Désolé, je fais un peu j'assume une discussion très politique, donc il faut comprendre le moment dans lequel on est là. On n'est plus du tout sur les années 2015-2025, sur la transition heureuse, ça va bien se passer, les luttes vont converger par un coup de baguette magique parce que tout le monde va avoir envie d'un monde différent. En vrai, ça n'est pas arrivé, c'est pas vrai. Ok ? Moi, la lecture que j'ai, c'est que vous avez ce que j'appelle les mange-mondes. C'est les Trump, les Poutine, les GAFAM. Des fois, c'est des entreprises, des fois, c'est des individus, des fois, c'est des machines comme ça qui sont capables de manger la terre on détruit des montagnes, on détruit des lacs, on détruit des forêts, on détruit des corps humains parce qu'on les fait trop travailler. On est en train comme ça de manger les mondes et de manger nos esprits aussi, avec le numérique, fait beaucoup ça. Et moi, je pense que ces mange-mondes, ils font la même lecture que nous sur le fait que le monde est fini. Par contre, ils en ont pas la conclusion humaniste qui consisterait à dire, faut peut-être se concentrer sur l'essentiel et plus partager. Et donc, leur lecture, eux, c'est qu'ils veulent pas être les derniers au buffet. Et donc là, ils sont en train de tout faire pour être les plus servis dans cette histoire. Et en faisant ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils appuient sur l'accélérateur du changement climatique. D'accord ? Donc là, on va plutôt vers une chaotisation que vers les trucs style accord de Paris, le multilatéralisme, ça va bien se passer. C'est marrant, j'ai enregistré un épisode il y a 2 jours sur le backlash écologique avec Lucas Francoud de Parlons Climat, qui n'a pas du tout la même lecture que toi, mais du coup, on pourra en reparler après. La dernière fois que j'ai déjeuné avec Lucas, on avait la même lecture parce qu'on disait que c'est pas du tout un backlash, c'est une contre-attaque. C'est-à-dire que si les mange-mondes veulent continuer à manger le monde, ils ont besoin de nous anesthésier, ils ont besoin de nous désolidariser. Et donc, on a au contraire besoin de proposer des politiques publiques qui vont nous remettre en mouvement. Parce que nos idées, en fait, elles sont majoritaires. Mais on a l'impression qu'on est seul. Et pourquoi ? Parce que regardez, par exemple, là, on est dans le cadre d'un super festival. C'est pas du tout la même chose de faire un festival que d'avoir... Demain, vous sortez dans votre rue et vous voyez des gens avec une chasuble. En fait, c'est des habitants du quartier qui sont en train d'entretenir telle végétalisation qui a été faite. Là, vous vous dites, génial. En fait, un autre monde est possible. On n'est pas juste 300 clampins sur une péniche. En fait, c'est généralisé, cette histoire. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. D'où cet appel à la mobilisation générale qui doit passer par du temps que tout le monde met sur la table pour dire, oui, voilà, moi, je mets du temps. Et
Ça fait appel à je parlais d'une référence littéraire qui est très décroissante. Mais en fait, vous pouvez aussi aller parler à des gens plus de droite là-dessus, en leur disant, mais c'est la même chose qu'un service militaire. Là, la République, la France, a besoin qu'on se mobilise. On est en train de perdre en cohésion sociale. On a des ennemis à l'extérieur, on a des risques majeurs à cause du changement climatique et d'autres phénomènes. Il faut que on se mobilise. Effectivement, je pense que c'est assez transpartisan, le service à la personne, il n'y a pas de... Enfin, ou à la communauté, quoi. Pour conclure, du coup, sur une ouverture aussi politique, du coup, la mandature s'arrête en mars 2026. Où est-ce que ça en est, ce projet ? Est-ce qu'on est sur des capacités d'adaptation qui vont avancer dans les prochains mois ou est-ce qu'on est plutôt en attente de voir comment ça va se passer pour Paris dans les prochains mois ? Alors, depuis le 1er septembre, comme l'élection est en mars 2026, il y a un truc qui s'appelle la réserve électorale qui fait que c'est compréhensible, hein. L'administration et les élus ne peuvent plus prendre des décisions qui sont engageantes fortement au-delà de leur mandat. Là, ils doivent gérer les affaires courantes jusqu'en mars. Et donc, la bascule se fait plutôt vers les partis politiques et les initiatives citoyennes pour dire, voilà, on a bien compris le genre de thématique qui est abordée aujourd'hui, voilà les propositions qu'on peut faire, voilà comment on va s'y prendre, parce que c'est des moments qui sont importants dans notre vie démocratique et c'est en général dans les moments d'élection que vous discutez de nouveautés fortes. Parce que vous imaginez que si vous votez pour un tel et que cet un tel, une fois au pouvoir, dit « Ah ouais, je vous avais pas dit, mais en fait, j'avais réfléchi à une histoire de mobilisation générale. » Vous allez dire « Bon, tu déconnes, tu viens d'être élu, t'aurais pu nous dire qu'est-ce qu'on achetait, en fait, ce pourquoi on votait. » Donc là, il faut plutôt aller regarder du côté des campagnes. Et ce que je vous ai raconté, c'est pas lié à Paris, hein. Cette histoire de mobilisation, ça peut se faire partout. Et si on n'avait pas cette discussion dans le cadre des municipales, on pourrait l'avoir dans le cadre de la présidentielle. Parce que là, on peut aller chercher d'autres mécanismes. On peut aller chercher des mécanismes où, comme en Finlande, par exemple, quand vous êtes réserviste pour la défense civile, et quand vous vous absentez de votre travail pour aller participer à cet effort-là, et il est extrêmement structuré en Finlande parce que pour eux, la menace russe, elle est très claire, et ça ne vous enlève ni votre salaire, ni vos jours de congé. Bon, ça, c'est pas des mécanismes qui sont accessibles au niveau municipal. Là, c'est une discussion qu'on pourrait avoir au niveau national. On a un peu le même système peut-être avec les jurés au tribunal ? Je sais que t'as pas le droit, on peut pas t'en empêcher. Je sais plus exactement jusqu'où ça va. Je suis pas sûr que tu aies besoin de prendre des congés pour ça. Il n'y a pas besoin. Ouais. Donc ça pourrait être transposé si effectivement on n'a pas ce besoin-là, quoi. Et après, on peut discuter du mécanisme. Est-ce que c'est limité dans le temps ? Est-ce que c'est à une fréquence est-ce que 3 heures par mois, c'est suffisant ? Est-ce que il vaut pas mieux une journée par mois ou une journée tous les 2 mois ? Enfin, tu vois, tout ça, on peut en discuter. Mais à un moment, je vois pas comment on a, d'un côté, on dit des trucs hyper alarmistes. Ah mon Dieu, la fin du monde. Et en fait, on n'y passe pas de temps ensemble, quoi. Évidemment qu'il y a des gens qui ont plus de liberté, qui ont fait des choix forts des fois de shifter et qui changent de carrière, qui font des trucs, mais on peut pas exiger ça de tout le monde. Par contre, on pourrait se dire ouais, ok, tant de temps là, on va y aller ensemble. Et là, j'ai donné des exemples qui sont plus liés aux villes, mais on pourrait à la campagne, est-ce qu'il faut aller planter des haies ? Est-ce qu'il faut que des urbains aillent aider ? Parce que très vite, en fait, quand vous faites juste les petits calculs. Si je fais des règles de 3, comme Jean-Marc aime bien en faire, en fait, si tous les adultes de plus de 16 ans donnent 3 heures par mois, c'est comme si vous aviez 24 000 fonctionnaires par an. Donc, vous pouvez faire des trucs de dingue. Enfin, ça va très très vite. Alors après, évidemment, ce sera pas autant. Tout le monde sera pas volontaire. Il y a des gens qui vont donner plus de temps. Enfin, mais ça ressemble. C'est une bonne illustration. Au-delà des aspects techniques complètement. dont j'ai pu parler dans d'autres endroits, mais sur lesquels on peut revenir. Hein, et ça me semble être probablement une solution qui est facilement implémentable par rapport à tout le reste. C'est pas structurel, quoi. Je veux dire, si tu veux juste recréer du lien, c'est facile à mettre en place. Enfin, ça demande de l'énergie humaine, quoi, mais ça ne demande pas une structure opérationnelle majeure. Bon.
En tout cas, ça semble faisable. Je veux Ouais. dire, on a plein d'exemples où on a réussi à mobiliser ce genre d'énergie positive. Mais de toute façon, c'est exactement ce qui se passe dans les associations. Les Françaises et les Français donnent beaucoup de leur temps pour plein de choses. Là, la question, c'est qui va le donner. Est-ce qu'on arrive à faire en sorte que des gens qui ne font pas de bénévolat par ailleurs en fassent aussi là. On pourrait aussi discuter de, bah non, en fait, c'est pas du bénévolat, c'est payé au SMIC. C'est payé au SMIC, cette histoire-là. Ou au 200% du SMIC. Mais tout le monde doit le faire. Mm. Toute la question, c'est quel est le nouveau contrat social qu'on se donne. Et du coup, moi, je considère que c'est méga structurel. Parce qu'après, ça ouvre des horizons, ça ouvre le fait que tout devient possible. Parce que là, d'un seul coup, il y a cette énergie collective et on n'est plus tout seul sur son téléphone portable à regarder Instagram et à alterner des trucs qui nous vendent du rêve avec des trucs complètement déprimants, avec des trucs qui vous vendent du rêve, avec des trucs complètement déprimants. Et vous êtes pris là dans votre boucle. Ah, les mange-mondes, ils ont besoin que notre cerveau, il fonctionne pas bien et qu'on soit déprimé. Hein. Donc là, il faut qu'on se retrouve dans le monde physique. Et ben, retrouvons-nous dans le monde physique, changeons le contrat social. Merci beaucoup Alexandre Florentin d'être passé dans The Big Shift. J'aurais adoré que vous puissiez poser quelques questions. Et si vous êtes encore là, vous les auditeurs qui n'étaient pas là avec nous aujourd'hui sur la péniche, bah, vous faites partie de nos auditeurs préférés. Donc c'est vraiment le moment de mettre des étoiles, de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, de nous envoyer des petits messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.